Bienvenue à encore cette émission humanitaire, la 5e dans les studios Recbox. Et donc on démarre avec notre invité Dominique Valentin. Bonjour, enfin rebonjour Dominique, on s'est vu tout à l'heure. Donc je redis que tu es PDG donc chez Relais d'entreprise et président cofondateur aussi chez Vivre Vert. Alors Relais d'entreprise, c'est un réseau en fait national en fait d'espaces de coworking. Tu l'as créé il y a 12 ans, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Moi j'étais ton premier locataire, on peut dire ça. Et c'est assez révolutionnaire, en fait, parce que je me rappelle que tu étais vraiment engagé déjà à l'époque, et j'ai vu que tu es toujours pareil, pour reconquérir les territoires, les ruraux, en fait, surtout d'aller remettre de la vie dans les espaces de campagne, enfin, les petits villages. Qu'est-ce qui a été la genèse de ça? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ça? Tout d'abord, merci encore pour l'invitation. Ravi de te revoir, parce qu'effectivement, il y a 12 ans, tu étais le premier locataire à faire confiance à la démarche que j'ai initiée avec mon épouse d'ailleurs, à Rieux-Volvestre, en Haute-Garonne. Donc la genèse déjà, c'est mon origine. Je suis originaire du monde agricole. Ah oui. Je suis originaire d'un petit village ardennais de moins de 500 habitants et j'ai passé mes 18 premières années en fait sans bouger, en étant dans ce village, en ayant très peu de vue de ce qui se passait ailleurs de mon village. Mais une belle enfance que j'ai passée dans les champs, dans les vergers, à faire des cabanes, à passer du temps dans les jardins. Ma mère était à la maison, donc on cuisinait ensemble. Mon père est un entrepreneur aussi engagé. Et je pense que c'est important aussi de le signaler parce que je pense qu'il m'a donné cette fibre. Il a créé une coopérative d'éleveurs. Donc ce côté mutualisation et défense de l'intérêt de l'éleveur dans les Ardennes. Et je l'ai souvent entendu œuvrer pour la cause du monde agricole. Et donc, originaire du monde agricole, d'un petit village ardennais, j'ai découvert, quand je me suis installé en 2005 à Toulouse, ce qu'on appelle un peu le Canada Dry de la ruralité. Alors nous, on est de cette génération qui va faire référence à ce Canada Dry de la ruralité. Je pense que les jeunes en face ne Qu'est-ce vont que me c'est dire le Canada Dry? c'est quoi le Canada Dry de la ruralité. En fait, ça ressemble à de la ruralité, mais c'est pas de la ruralité. Le Canada Dry, ça ressemble à du whisky, mais c'était de la limonade en fait. Ouais. Nous, quand on était gamins, on faisait comme les grands et on buvait un Canada Dry pour faire croire qu'on buvait du whisky. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle du territoire rurbain. Donc ça ressemble à de la ruralité, mais c'est très proche des codes de la ville. Et sur ce territoire du Volvestre, où j'avais posé mes valises en 2005, alors jusqu'à présent et jusqu'à la date où est née l'aventure Relais d'entreprise, j'avais pas trop perçu la problématique de ces territoires dits dortoirs. C'est simplement en 2011, quand j'ai rejoint un grand groupe dont les bureaux étaient à Toulouse, que je me suis retrouvé coincé dans les embouteillages. Et c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors j'appelle un copain, je lui dis, mais il y a un souci. Mais il me dit, tu sors de quelle planète? C'est comme ça tous les jours. Je lui dis, attends, tu m'as regardé, toi, je vais pas faire ça tous les jours. Et là, il y a deux façons de voir les choses. Je sais pas si c'était une philosophie, mais en tous les cas, moi, je faisais ma crise de la quarantaine. Et j'ai pas peur de le dire, pendant 20 ans, j'ai fait de l'argent parce que j'ai bien réussi dans le métier que j'ai choisi et que j'ai eu quand j'ai quitté à 18 ans. Après mon bac, donc j'ai quitté les Ardennes en disant en gros salut les cassos, moi j'ai réussi ma vie, je monte dans les grandes villes et je suis après parti à San Francisco, je suis parti à Londres, j'ai pendant 14 ans dirigé le leader des sociétés d'accompagnement à l'international. Donc j'ai coché la case businessman, à prendre l'avion, aller faire mon footing à Central Park, j'avais des bureaux à Barcelone, à Milan, enfin bref, le truc de quand on est gamin qu'on rêve de faire. Et donc j'étais jamais sur le même territoire, j'étais toujours entre toutes les villes et tous les pays. Et sauf que là, effectivement, je découvre ce qu'est le territoire dortoir et la problématique des embouteillages. Et face à cette problématique, j'avais deux solutions. Soit je mettais rire et chanson, et je passais mon temps dans l'embouteillage à faire effectivement écouter de la musique. Et c'est là où je me suis dit, j'ai dit à mon épouse, mais face à une problématique, il faut apporter une solution. Et j'ai dit, mais du temps dans les transports pour finalement faire quoi? Je vais arriver au bureau, je vais envoyer des mails, passer des coups de fil. C'est autant de sujets que je pourrais faire à distance, mais pas à la maison. Et c'est là où est née l'idée de créer des relais des salariés des entreprises, donc des relais d'entreprise. Oui, parce qu'à la base, c'était pour les salariés, alors que maintenant, c'est aussi pour entrepreneurs. Enfin, tu vas nous en parler, je crois. Oui, alors c'est toujours la vocation première de Relais Entreprise. J'ai l'habitude de dire que Relais Entreprise, c'est remplacer une mobilité subie à 7 lieux, 28 km, c'est la distance entre Rieux-Volvestre
et Toulouse par une mobilité choisie à 2 pas de son domicile. Alors, autant vous dire qu'il y a 12 ans, quand je disais que la mobilité la plus rapide, la moins polluante, la moins coûteuse, la moins fatigante est celle qu'on ne subit pas, on me regardait avec des yeux d'extraterrestre en me disant « mais vous voulez parler de quoi ?» Alors, je parlais télétravail. 12 ans télétravail. Alors là, on me disait « mais le maçon, il ne peut pas télétravailler. » Je dis « ok, super, le maçon ne peut pas télétravailler. » Il me dit « c'est pas parce qu'un tournevis ne plante pas un clou qu'il ne faut pas en avoir dans sa boîte à outils. Enfin, il faut une foultitude de solutions par rapport à une problématique. » Et face à la problématique de transport, et on voit que la problématique de transport, elle a évolué. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, la question majeure, la problématique majeure du transport, c'était les embouteillages. On avait l'indicateur TomTom qui indiquait la perte de temps et les villes les plus embouteillées. C'était le sujet. Il ne se passait pas 15 jours, un mois, sans qu'il y ait un article dans la Dépêche ou que tout l'écho fasse sa rubrique infotrafic, en fait, avec les taxis, tout ça, qui disait, bah oui, attention, là, ça bouchonne, on perd 15 minutes. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Ensuite, on a quand même, depuis, eu la Covid. Alors, je ne vais pas le dire, parce que souvent, je dis dans mes interventions, merci Covid. Non, je ne peux pas dire merci Covid, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de personnes qui ont eu des proches concernés par la Covid. Mais ceci dit, cette pandémie, cette crise a accéléré un phénomène qui était déjà naissant, qui était balbutiant. Et on a gagné peut-être 10, 15, 20 ans dans la prise de conscience que beaucoup de métiers pouvaient se pratiquer à distance. Et que quand bien même un maçon ne peut pas travailler à distance, beaucoup de fonctions support, avec notamment le déploiement de la fibre, y compris dans les territoires ruraux, et encore même plus des fois dans les territoires ruraux que dans les métropoles, nous permet de pouvoir s'affranchir de son lieu de travail pour, cette fois-ci d'ailleurs, et on reviendra tout à l'heure sur cette notion de choisir son lieu de vie, indépendamment de son lieu de travail, avec notamment Vivre au Vert, qui est l'autre initiative. Donc, on gagne 10 ans grâce au télétravail, grâce à la Covid, pour la prise de conscience que beaucoup de métiers pouvaient se pratiquer à distance. Et on a eu d'autres phénomènes qui, aujourd'hui, justifient d'autant plus de repenser sa mobilité, le prix du carburant. Souvenons-nous des gilets jaunes. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres de cette réflexion, plus qu'une réflexion, c'était plus que cette prise de conscience que la mobilité a un coût. Elle avait d'autant plus un coût quand on a vu le prix du carburant exploser à plus d'1,80 €, 2 € le litre de carburant. Alors, beaucoup d'initiatives ont fleuri, le covoiturage. Pourquoi se déplacer tout seul alors qu'on peut se déplacer avec son voisin? Donc un peu plus de solidarité. Alors pendant très longtemps, on a eu les ayatollahs de la mobilité dit active. Il faut faire du sport. C'est pas toi que je vais dire le contraire. Sauf que faire Rieux-Volvestre, Toulouse, à pied, voire en vélo, compliqué. À moins que si je veux m'inscrire au Tour de France, oui, peut-être. Je vais faire mon entraînement, mais non, compliqué. Et donc, c'est un bouquet de solutions. Donc, on a la question de la mobilité partagée, la mobilité douce, les transports en commun, oui, le train. Il y a un vrai sujet autour du ferroviaire, si tant est qu'il y ait des gares et un modèle économique pour pouvoir alimenter ces lignes ferroviaires. Et là, moi, j'ai introduit le fait de dire, attention, arrêtons de penser à la mobilité uniquement avec des comment on se déplace, mais re-questionnons le pourquoi on se déplace. Et le sujet du transport est avant tout un sujet d'aménagement du territoire. Si on se déplace, c'est qu'on a des bonnes raisons de se déplacer. Et c'est un peu la conséquence d'un aménagement qui s'est fait sur ce qu'on appelle du monofonctionnel, c'est-à-dire des lieux où on travaille, des zones d'activité, des zones industrielles, des lieux où on dort, des zones pavillonnaires, des lieux où on achète, des zones commerciales, et à chaque fois, les mêmes déplacements aux mêmes heures par les mêmes typologies de personnes. Et après, on se dit, c'est étonnant, il y a des embouteillages. Alors, Moreno, qui est un urbaniste, a introduit un peu en marketing ce qu'on appelle la ville du quart d'heure. C'est un peu l'aménagement du Moyen-Âge, où dans un même quartier, on a des commerces, des espaces de travail, des espaces de sommeil, et on peut tout faire à pied, à proximité. Et c'est ce que j'ai voulu illustrer il y a 12 ans à Rieux-Volvestre, puisque le premier relais d'entreprise a été installé en pleine zone pavillonnaire, en face d'une crèche intercommunale. Et quand on a dit qu'on allait mettre des bureaux là, en pleine zone pavillonnaire, on s'est dit, mais pourquoi mettre des bureaux là? Vous devriez vous mettre en zone industrielle. J'ai dit non. Si on veut rapprocher l'emploi de l'habitat, il faut être au plus près de la zone de vie. Et les premiers locataires, en même temps que toi, souviens-toi, il y avait Fabienne. Elle travaillait, elle habitait au bout de la rue et elle n'avait pas de connexion Internet chez elle à l'époque. Nous, on avait fait venir
un opérateur en zone blanche, parce qu'il n'y avait pas de connexion Internet très haut débit à l'époque, en 2012, à Rio Volves. On a fait venir une structure qui s'appelle Alsatis. Je me rappelle. Et voilà, et qui était celui qui nous a permis d'avoir une connexion très très haut débit. Ouais, puis ça fonctionnait bien. Et c'est pas elle qui avait justement ses enfants à la crèche aussi. Il y en avait une qui avait, en tout cas, qui est justement, elle avait juste à côté. Elle avait la crèche à côté. Enfin, comme tu dis, elle était au bout de la rue, donc elle n'avait pas tous ces kilomètres à faire. Complètement. Mais c'était un confort de vie énorme, une qualité de vie d'ailleurs. Et au-delà de cette qualité de vie qui est le fait de ne pas perdre de temps dans les transports, nous, on a surtout aussi fait en sorte que ces lieux soient des lieux de sociabilisation. Combien de fois je dis que les relais entreprises sont les lavoirs numériques des temps modernes. Ces lieux où on y va faire une tâche à valeur ajoutée. À l'époque, on allait laver son linge dans le lavoir parce qu'on n'avait pas de machine individuelle, donc machine à laver individuelle. Mais c'était aussi le réseau social de l'époque. C'est autour du lavoir que se faisait toute la communication sur les gens, les ragots. L'information passait à la fois dans les lavoirs et dans les cafés. On n'a plus les cafés, on n'a plus les lavoirs. Et donc, tout le monde se retrouve assigné pratiquement à résidence. Alors, on n'est plus obligé de le faire, puisqu'on n'a plus les passes sanitaires et autres. Mais, quelque part, on a Netflix, on a Amazon, on a Uber Eats et on a le télétravail à domicile. Et donc, chacun reste chez soi, dans sa zone pavillonnaire entourée de tuyas, et on ne se connaît plus. C'est une prison dorée presque, parce que quand tu le dis comme ça, en fait, c'est vrai que c'est pour ça que les valeurs d'humanitaire, c'est aussi remettre de la vie dans la vie, quoi. Et là, en fait, en faisant ce constat-là, en fait, c'est sortons aussi de chez nous, en fait, quoi. On sort de chez soi. Combien de fois je dis, il faut que les habitants des territoires subis, territoires dortoirs, périurbains, subis parce que, en gros, beaucoup de personnes vont dans ces territoires-là parce que l'immobilier est plus accessible. Ils auraient aimé être plus proches de là où ils travaillent, mais compte tenu des conditions économiques, financières, des taux d'intérêt, ils se logent de plus en plus loin. Donc, ils sont sur des territoires subis, donc ils sont des habitants. Et moi, je leur dis, il faut que vous redeveniez des vivants de territoires que vous aurez choisis. Et on en parlera sur Vivre au Vert, sur le choix de son territoire. Mais quoi qu'il en soit, le fait de sortir de l'isolement, ça permet de recréer effectivement du lien, de ne pas mélanger vie privée, vie professionnelle. On a, nous, introduit une notion avec un garçon qui s'appelle Rémi Lasset, qui se fera un plaisir de relayer Humanitaire, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est un digital nomade, qui a plusieurs lieux en Europe où il pose ses valises en fonction des périodes de l'année pour travailler dans son domaine. Il rédige des blogs, il a une belle plume, il a une capacité à faire des synthèses et d'autres, donc il fait un très beau travail. Et il a rédigé un guide qui s'appelle le Petit Guide du Proxy Travail. Et c'est un terme qu'on a donc co-imaginé. C'est lui qui en a la paternité, même si j'ai peut-être mis la petite graine. Et en fait, pour expliquer que le télétravail, ce n'est pas qu'à domicile et qu'il faut faire du télétravail proche de son domicile pour dissocier vie privée, vie professionnelle et ne pas mélanger cette sphère personnelle et cette sphère professionnelle. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tes lieux, ce sont des maisons, là, comme la première que j'ai connue, ce sont des maisons qui sont vraiment très équipées. Pour expliquer, si vous ne visualisez pas, c'est des maisons avec photocopieuse, café, il y a un espace commun donc, pour boire un café, il y a la cuisine, il y a tout, quoi. C'est ça, en fait, oui, c'est vrai que pour expliquer ce qu'est Relais d'entreprise, Relais d'entreprise, donc ce sont des espaces de travail à usage flexible, si on ne veut pas utiliser le terme d'anglais comme coworking, et encore moins le terme tiers-lieu. Parce que le terme tiers-lieu, il est utilisé à toutes les sauces. Tout est devenu tiers-lieu. Alors en fait, c'est un tiers-lieu au sens où c'est le troisième lieu qui n'est ni la maison ni le bureau. Donc c'est la définition de Don Bourg de 89. Mais dans tous les cas, c'est un tiers-lieu d'activité ou un espace coworking. Coworking étant le partage du travail. Et là, c'est plutôt un coworking space. Donc c'est un partage de l'espace de travail, plus que le partage du travail en lui-même. Et donc, l'avantage de ces espaces, c'est qu'ils s'adressent, alors bien sûr, à des entrepreneurs, à des salariés qui veulent dissocier vie privée, vie professionnelle. Et le gros avantage, c'est que toutes les formules sont possibles. Si vous avez besoin d'une demi-journée, vous prenez une demi-journée. Si c'est 2 jours par semaine, vous prenez 2 jours par semaine. Vous ne payez qu'au plus juste de votre besoin. Et quand vous arrivez, le bureau il est équipé, il y a la connexion Internet, vous arrivez avec votre ordinateur, vous vous branchez. Si vous avez besoin de boire un café, vous buvez un café. Si vous avez besoin d'imprimer, vous imprimez. Enfin, voilà, vous n'avez pas besoin de vous engager dans un contrat de bail 369. Et vous avez des bureaux individuels, des bureaux multipostes, vous avez des salles de réunion. Donc, vous avez effectivement une configuration qui colle à votre besoin du moment. Et c'est ça qui est intéressant. Et dans le réseau
puisque l'aventure est née à Rieux-Volvestre. Et objectivement, quand j'ai créé donc cet espace en 2012, j'étais loin d'imaginer que ça allait devenir une de mes activités principales, que j'allais lâcher mon métier qui m'a permis de faire pas mal d'argent et gagner de l'argent, qui est le métier de conseil en stratégie et notamment sur les fusions-acquisitions, pour me consacrer pleinement au déploiement de ce réseau qui aujourd'hui compte une centaine d'espaces. Alors souvent géré par des collectivités en fait, et d'ailleurs c'est amusant puisque celui de Rieux est le seul à avoir été en construction. Tous les autres sont de la rénovation. Ah ouais. On est sur de la réhabilitation de bâtiments publics, anciennes écoles, anciens services des impôts, anciens presbytères. Et si on prend quelques exemples, Portée-sur-Garonne, qui est un espace affilié à Relais Entreprises, c'est l'ancien presbytère. Fonsorbe, c'est un ancien restaurant qui était au premier étage. Ouais, je l'ai vu. Ouais. Voilà, tu l'avais vu, celui-là. Noé, c'est une ancienne ferme, une longère qui a été rénovée. Enfin, on est sur zéro artificialisation. Et on a surtout redonné vie à des bâtiments qui n'avaient plus de raison d'être et qui sont souvent situés au plein cœur du centre-bourg. Puisque ça, c'est important aussi pour soutenir les commerces de proximité. Super projet, les jeunes. Alors vous qui peut-être que vous êtes nés plus dans le coworking, quoi, plus ou moins. Ça vous parle tout ça? Comment vous le... Oui, vas-y, je te laisse commencer. Alors moi, ça me parle énormément parce que là, depuis 2 ans, donc mon contrat d'alternance que j'ai signé donc, dans l'entreprise de mon père, c'était la condition. En fait, on n'a pas de bureau, donc tu travailles de la maison. Donc moi, sur le principe, à la base, j'étais ravie. Je me suis dit, mais super, pas de bouchons, parce que voilà, justement, on habite en extérieur de Toulouse, pas loin non plus. On est à quoi? À 15 km du centre-ville de Toulouse, donc on n'est pas loin. Mais ça prend des 1h30 le matin, ça peut monter jusqu'à 1h30. Ça m'est déjà arrivé il y a quelques mois de ça, en allant à l'école. L'école est dans les quartiers des Arènes, donc on n'est pas non plus de l'autre côté de Toulouse. Ça suffit pour passer 1h30 dans les bouchons. Donc, au début, je signe mon contrat d'alternance et je me dis, génial, tu vas te lever 5 minutes avant de commencer de travailler, c'est génial. Sauf que c'est vrai, les expériences que j'ai pu avoir précédemment dans mes anciennes entreprises, j'avais des collègues, j'avais des ragots. Voilà. C'est vrai, il faut se le dire. La machine à café. Voilà. La machine à café. J'avais le repas du midi avec les collègues dans la salle de pause. Là, je me levais, je sortais de ma chambre, j'allais dans ma cuisine. Et tout se passait là. Pour peu que mon père soit en formation ou en rendez-vous extérieur, j'étais toute seule. De 8h du matin jusqu'à 17h. Chose que j'ai très bien vécue au début et qui, sur la fin, ont commencé à me polluer un peu l'esprit en me disant, mais en fait, tu te lèves pour être toute seule, tu travailles toute seule, tu parles toute seule, ça va quoi. C'est ça la vie, c'est chouette quoi, mais tout seul, t'es emmerdé par personne. Alors ça pour le coup, voilà, je pouvais, si je voulais travailler en jogging, je pouvais travailler en jogging, c'était pas un problème. Voilà, c'est ça. Et encore, j'avais la liberté d'aller à l'école une fois dans le mois, voilà. Et c'est justement ça qui m'a fait me rendre compte que, en fait, c'est cool de pouvoir discuter à la machine à café, c'est sympa de partager son repas avec quelqu'un d'autre, et puis en dehors de la maison, parce que en vivant toujours chez mes parents, je me levais et tout se passait dans la maison, en fait. Et si c'était pas moi qui décidais le soir de faire autre chose en extérieur, je vois personne. Je vois personne, je sors pas, je fais rien. Alors oui, je consomme pas d'essence, ça c'est sûr. Mais à quel prix? Donc oui, pour le coup, ça me parle. Des relais d'entreprise, c'est vrai que d'avoir près de chez soi, ça te permet de recréer le lien. Oui, voilà, parce qu'il y a un juste milieu aussi entre l'école, comme je disais, est aux Arènes, donc à 15 km de chez moi, mais le matin, que je choisisse la voiture ou le train, dans tous les cas, c'est contraignant. Parce que comme on parlait du train tout à l'heure, le train, c'est un super mode de transport en commun, mais il est tout le temps en retard. Souvent. Ou supprimé. Il ne s'est pas passé une semaine d'école depuis le début d'année. J'y vais 1 à 2 semaines par mois. Il ne s'est pas passé une semaine dans le mois où je n'ai pas eu au moins un jour avec un retard, une annulation, un problème sur les voies, une grève. Je ne dis pas que c'est pas légitime et je ne dis pas qu'il n'y a pas de... Voilà, ça c'est une réalité. Mais c'est une réalité. C'est une réalité qui fait que il ne s'est pas passé une semaine d'école sans que j'arrive en retard. Au final, c'est un stress en plus, voilà, donc non, ça, pour le coup, ça me parle énormément. C'est intéressant de différencier justement le lieu travail et maison, quoi. C'est vrai que des fois, on se dit, bon, en fait, ce qu'on fait à un coworking, on peut le faire à la maison, pourquoi partir, pourquoi louer quelque chose? Moi, c'est comme ça que je me le disais. Et c'est vrai que quand on
on reste chez soi, comme on vient de dire, ça va un peu, quoi. Mais après, il faut bien différencier la partie travail, la partie maison, privé, pro, c'est différent, quoi. Tu t'enfermes dans une zone de confort en restant chez toi et tu te coupes du monde extérieur. Donc, et puis tu te dis, je suis à la maison pour travailler, allez, je peux lancer une machine à laver. C'est ça qui est bien. Alors c'est bien sûr, c'est bien. Mais pas tous les jours. Après, papa et maman, ils sont contents. Mais tous les jours, non, mais c'est vrai. Tous les jours, machine à laver, Chloé, à la lessive. Voilà, c'est une différenciation qui, en télétravail à la maison, est à mon sens plus difficile à faire parce que, oui, tu peux faire ton repas pour la semaine, il y a plein de choses. Tu te fermes pas mal d'opportunités en restant. Voilà, c'est ça. Tu permets de créer du contact, d'ouvrir au monde, comme tu disais. C'est pour moi, en tout cas aujourd'hui, je l'utilise. Je vais dans pas mal de relais, de coworking, etc. Parce que justement, ça permet de créer du lien, ça permet de rencontrer des gens, d'élargir son réseau. Et au-delà de ça, sortir un petit peu, ça fait du bien de s'aérer. Parce que toujours rester chez soi, même si tu fais du sport, même si tu sors et que tu restes pas tout le temps chez toi, entre guillemets, t'as pas la même énergie, tu t'habilles pas de la même façon, donc ça n'a pas le même impact sur ta psychologie et sur ta façon d'être, en fait, tout simplement. Ça, c'est à l'heure actuelle, quand on me demande ce que je veux faire comme métier, quel style d'entreprise, à quel style d'entreprise je veux postuler, j'ai une entreprise où je suis habillée et que je puisse porter des chaussures à talons. C'est parce que, chose qu'il y a 2 ans, jamais de la vie, j'aurais dit ça. Des pantoufles. Jamais de la vie. Et au final, j'ai tellement été en jogging à la maison que je me dis, j'ai envie de m'habiller, de mettre des jolies chaussures, de jolies robes, et voilà. C'est génial comme témoignage parce que c'est effectivement à partir du vécu et il faut expérimenter pour se dire que finalement, ce qui pouvait paraître une bonne idée, finalement, n'est pas une bonne idée. Travailler à domicile, oui, c'est top parce qu'on ne perd pas de temps, voilà, on peut s'habiller comme on veut et tout ça. Et à la longue, on se rend compte que ce n'est pas la solution idéale. Et la solution n'est pas non plus de retourner au bureau parce que le prix de l'essence est toujours aussi élevé, les embouteillages sont toujours là. Et donc, le juste milieu, c'est d'avoir un bureau près de chez soi. Donc, Qui aurait cru, quand tu avais démarré, qu'en fait, ça allait dépasser ta vision, parce qu'au départ c'était vraiment un côté logique pour aider les salariés, finalement ça touche en fait au-delà des salariés, quoi. Ça touche beaucoup d'entrepreneurs aussi, parce que cette flexibilité de location colle aussi à la montée en puissance d'un entrepreneur qui n'est pas obligé de s'engager. Maintenant, c'est clair qu'il y a 12 ans, moi j'étais loin d'imaginer que ça allait devenir mon principal combat. C'est vrai que des collectivités m'ont appelé en me disant est-ce que monsieur Valentin, ce que vous avez fait, c'est top, vous ne pourriez pas nous aider à faire la même chose. Donc on a créé un bureau d'études. Aujourd'hui, Relais Entreprise, c'est un bureau d'études qui nous accompagnons les collectivités dans le dimensionnement et la mise en réseau de ces espaces. On a plus d'une centaine d'études à notre actif. On a plus d'une quarantaine de lieux qui ont ouvert suite à nos recommandations et des lieux qui fonctionnent très très bien. On parlait tout à l'heure de Portet-sur-Garonne, il est plein à 100%. On en ouvre d'autres un peu partout en France. Alors, plus on va s'éloigner d'une ville, d'une métropole, plus la taille va se réduire, plus l'hybridation va être importante, puisqu'on va pouvoir combiner un petit espace de travail avec, pourquoi pas, une crèche, pourquoi pas une médiathèque, et pour qu'il y ait un modèle économique. Parce que derrière tout ça, l'usage et l'avantage de l'usage d'un relais d'entreprise est clairement aujourd'hui perçu comme pertinente, et voilà, c'est une valeur ajoutée, mais il y a un coût. Et c'est là où, effectivement, il faut se dire, est-ce qu'on est prêt à supporter le coût de cet immobilier qui a des charges d'exploitation, parce que la connexion Internet, il faut la payer, le ménage, et pour que ces lieux soient viables, il faut qu'il y ait aussi une certaine taille critique ou un modèle de gestion qui permette à ces lieux de pouvoir perdurer. Ça veut dire que chaque lieu, parce que tu disais qu'il y en a plus d'une centaine en France, chaque lieu est géré différemment? C'est-à-dire que des fois, comme tu dis, il y a la collectivité, ça peut être aussi un entrepreneur qui peut gérer. Mettons, moi, je veux ouvrir un relais d'entreprise, je peux le faire et t'accompagner à ça? Complètement. Si on reste sur l'Occitanie, on prend un espace qui est à Muret, il est géré, donc il s'appelle Le Chai, il est géré par Nathalie Perrault de l'agence Enzo Rosso, qui est une architecte. Elle a créé cet espace en faisant confiance à Relais Entreprise et aux recommandations qu'on avait pu faire à l'époque pour le Muretin Agglomération qui nous avait missionné pour étudier le maillage de lieux. Et c'est comme ça qu'est né Portet-sur-Garonne, Fonsorbe et Muret. Et d'ailleurs, Nathalie était la première à dégainer, puisqu'elle avait plus de réactivité, enfin dans tous les cas, par rapport à des initiatives privées, par rapport à tout ce qu'il faut mettre en place quand c'est porté par une collectivité. Donc, on a aussi bien des privés qui le gèrent, qui sont propriétaires et qui le gèrent, que des collectivités, soit à l'échelle de communes, soit à l'échelle de communautés de communes. Dans le nord de la France, si je prends le Val d'Amour,
Donc c'est la Comcom, la communauté de communes qui le gère. Là, on va inaugurer celui de Sensé-Belle-Herbe. C'est également la communauté de communes qui le gère. Donc voilà, donc on a vraiment les deux schémas. Et en fait, chaque lieu a sa propre identité, son propre nom. Par contre, quand ces lieux veulent renforcer leur visibilité et leur lisibilité, notamment auprès d'un public de salariés en télétravail, ils affichent leur appartenance à Relais Entreprise. Alors, ce n'est pas véritablement une franchise, on appelle ça une enseigne dite volontaire. C'est une démarche d'affiliation avec une redevance mensuelle. Donc, on n'est pas, nous, rémunérés sur le chiffre d'affaires du lieu, parce que chaque lieu a sa politique tarifaire et on a même des lieux qui n'ont pas fait comme objectif premier d'avoir du chiffre d'affaires. Une collectivité, quand elle porte un lieu, elle veut à minima couvrir les charges d'exploitation et apporter un service à la population. Mais on a été beaucoup plus loin dans la réflexion autour du modèle économique parce que, et là pour faire le lien avec mon activité de conseil, et on parlait tout à l'heure un peu de tout ce qui peut être effet induit d'une solution par rapport à des modifications de comportement. Et on s'est dit, mais il faudrait que l'utilisateur ne soit pas l'unique payeur. Parce qu'il y a tellement d'impact positif de cette non-mobilité qu'il y a sûrement moyen de valoriser cet impact. Et donc, on a réfléchi à qu'est-ce qui pourrait être valorisé. Et donc, on a valorisé l'impact environnemental de la non-mobilité. Et donc, au travers 2 mécanismes. Un premier mécanisme avec EDF, qui, dans le cadre des certificats d'économie d'énergie, donc rachète les litres de carburant, donc les kilowattheures non consommés, par un salarié qui, plutôt que de prendre sa voiture pour aller à Toulouse, va aller à pied à Rieux-Volvestre dans un relais d'entreprise. Et donc, les kilomètres non effectués va donner lieu à un chèque que va faire EDF à l'employeur parce qu'il a autorisé son salarié à ne pas se déplacer. Et sur le même schéma, on a obtenu donc le label bas carbone du ministère. Et cette fois-ci, ce sont les tonnes CO2, donc les gaz à effet de serre, que l'on va valoriser. Alors, ce n'est pas forcément EDF qui rachète, c'est des entreprises qui veulent verdir leur image, qui veulent neutraliser leur bilan carbone et qui vont racheter des tonnes CO2. Et on est les seuls aujourd'hui, Relais Entreprise, à avoir le label bas carbone dans la catégorie transport. Et donc, cet argent qui est reversé à l'employeur va compenser une partie du loyer pris en charge par l'employeur quand c'est effectivement utilisé par des télétravailleurs. Alors, ça ne marche que pour les télétravailleurs. Ça ne marche pas pour un entrepreneur parce qu'il n'a pas fait de déplacement pendulaire. Et en fait, pourquoi ça fonctionne ? C'est un peu comme le covoiturage. Il faut qu'il y ait un tiers de confiance qui va confirmer qu'il n'y a pas eu une mobilité individuelle. Si vous emmenez votre voisin au bureau sans passer par une plateforme, vous n'aurez pas tout le système incitatif du covoiturage. Il faut le tiers de confiance. Nous, c'est pareil. À partir du moment où un employeur prend en charge un bureau pour un de ses salariés, on a bien le gestionnaire du bureau qui va dire « Oui, je confirme que M. Dupont, 2 jours par semaine, vient bien travailler au relais d'entreprise de Rieux-Volvestre en lieu et place d'un déplacement sur Toulouse. » Et là, c'est l'élément déclencheur. Et nous, on a développé une petite plateforme qui s'appelle Valor, Valo-RE, qui va permettre effectivement de piloter un peu toute ces 2 dispositifs. Et en discutant avec des employeurs, et ça c'est important aussi en matière de philosophie et sur la notion d'équité sociale. Parce que j'entends ceux qui me disent « Oui, mais tout le monde ne peut pas télétravailler. » Et celui qui est condamné à venir au bureau, lui, il se prend de plein fouet la hausse du prix des carburants et la perte de temps. Et nous, ce qu'on dit aux employeurs, c'est que l'argent qu'ils récupèrent de ces salariés qui sont en télétravail, ce qui, pour vous donner une idée, ça représente 150 € par an pour quelqu'un qui fait 2 jours de télétravail et qui habite à 30 km de son lieu de travail. Alors, 150 €, ça peut paraître faible par rapport au prix du loyer, ou un loyer, en gros, 2 jours de télétravail par semaine, ça va aller à peu près aux alentours de 100 €, allez, 120 €, ça dépend des lieux, entre 80 et 120 € par mois pour 2 jours de télétravail par semaine dans un espace. Donc, ça prend à peu près à 10% du coût des loyers. Mais comme beaucoup d'employeurs, en même temps qu'ils mettent en place une organisation basée sur le télétravail, réduisent leur surface de bureaux dans les métropoles parce que ces bureaux sont sous-occupés, donc se libèrent des frais généraux et vont considérer que cet argent qu'ils récupèrent, ils peuvent très bien reverser cet argent-là à des salariés qui n'ont pas la chance de pouvoir télétravailler pour venir compenser la hausse du prix des carburants. Et 150 € par an pour quelqu'un qui, effectivement, doit prendre la route tous les jours, c'est plus généreux que la prime inflation du gouvernement. Ah oui. Tout à fait. Donc la prime de 100 €, nous, s'ils le font, c'est bien. Ils le font. En tout cas, nous, on est en contact avec les industriels
Et les industriels qui ont à la fois des salariés en présentiel et des salariés en distanciel se disent que c'est une bonne mesure d'équité sociale pour réconcilier col bleu, col blanc, télétravailleurs, non télétravailleurs. Mais donc, quel engagement, hein, on voit que c'est bien réfléchi, ça bouge. Ouais. Et justement, tu avais passé un coup de gueule. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, en fait, parce que moi, je le suis sur LinkedIn aussi à ce moment-là. Oui. Tu avais passé un petit, si on peut dire ça, un coup de gueule par rapport aux Jeux Olympiques. Parce que tu avais fait un appel d'offres. Ouais. C'est vrai que alors, ceux qui me suivent sur LinkedIn, donc voilà, Dominique Valentin, vous allez voir que je suis assez présent pour évoquer tous ces sujets-là. Et on avait répondu à un appel d'offres avec notamment notre partenaire qui s'appelle Climat Local, qui est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui nous a aidé d'ailleurs à obtenir le label bas carbone et qui est spécialisée dans les bilans carbone. Donc c'est avec Julien Lavaux qui en est le gérant. Voilà, donc je suis un modeste actionnaire de cette SIC. Et on a donc répondu à l'appel d'offres du comité organisateur des Jeux Olympiques qui, pour neutraliser le bilan des Jeux, on souhaitait racheter 35 000 tonnes de CO2. Donc génial. Avec différentes catégories, différents lots. Donc, il y avait un lot forestier pour 15 000 tonnes, un lot agricole pour 15 000 tonnes et un lot autre pour 5 000 tonnes. Obligatoirement, des tonnes CO2 labellisées bas carbone du ministère. Donc, pas des tonnes CO2 un peu exotiques, hein, des vraies tonnes CO2 avec une méthode qui prend en compte tous les effets rebonds. On a mis 2 ans. Ce que tu as fait. Oui, on a mis 2 ans pour obtenir le label bas carbone avec les services du ministère. On a regardé, quelqu'un qui prend moins sa voiture la semaine va avoir le temps de faire des choses qu'il n'a pas le temps de faire habituellement. Donc, comme il n'a plus rien il n'a plus rien à faire le week-end, il va prendre sa voiture pour aller à la mer ou à la montagne. Donc, il va régénérer des mobilités. Donc, ça va compenser les mobilités qu'il n'a pas fait la semaine. Enfin, on a vraiment intégré avec le ministère tous les effets rebonds. Et donc, nous, la fleur au fusil, on répond pour dire, nous, on a 5000 tonnes à vous proposer dans la catégorie transport, d'autant plus qu'une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre pour les Jeux Olympiques, ça va être lié à ces millions de visiteurs qui vont venir pas à pied, ni en vélo, mais souvent en avion pour venir à Paris et suivre les Jeux. Donc on a répondu et on a eu une réponse. Un courrier. On a eu du mal à l'obtenir, mais on l'a eu en disant c'était en gros pas trop d'explications, si ce n'est que, pour faire simple, il y avait quand même une question budgétaire qui était évoquée, mais que finalement, sur tous les lots qui avaient été mis sur le marché, il n'allait retenir qu'un seul lot, qui est le lot forestier, sur de la plantation d'arbres, principalement à l'étranger. Ouais. Donc le moins cher et assurément le moins efficace. C'est sûr que c'est bien de planter des arbres. Je ne dis pas qu'il ne faille pas en planter, mais la méthode de calcul de l'impact environnemental de la plantation d'un arbre, si au bout de 2 ans l'arbre il crève ou si dans le cas d'une incendie il brûle, les tonnes CO2 qu'on a estimées comme étant de nature à compenser des émissions de CO2 ne sont pas forcément repris. Et donc finalement on n'a pas eu véritablement de compensation. Et nous, le gros avantage qu'on avait dans notre méthode, c'est que ce n'est pas de la compensation carbone par de la captation, nous c'est de la compensation par de la non-émission. C'est-à-dire que nous, les tonnes CO2 qu'on vend, c'est des gaz, c'est des tonnes CO2 qui n'ont pas été émises. Donc c'est d'autant plus efficace de les traiter à la source et pas se donner bonne conscience en disant ok, on a pollué, donc on va planter un arbre, on aura capté ce qu'on aura pollué. C'est comme toute l'énergie, l'énergie la moins chère, la moins polluante est celle qu'on ne consomme pas. Et là, c'est pareil, la mobilité, la moins polluante est celle qu'on n'a pas faite. Merci Dominique. En tout cas, si vous voulez avoir des informations sur les relais d'entreprise, c'est relais-entreprise au pluriel.fr. Et donc là, c'est des personnes qui peuvent nous écouter dans toute la France, peuvent trouver les relais d'entreprise à côté de chez eux. Ils peuvent en trouver. S'il y a des espaces coworking qui ne sont pas labellisés relais d'entreprise, qui n'hésitent pas à nous rejoindre, parce qu'effectivement, pour pouvoir prétendre au label bas carbone et au C2E, il faut être affilié à Relais Entreprise, et puis ça donne de la visibilité, et puis c'est aussi un réseau, on échange de bonnes pratiques. Demain, on a une visio avec nos affiliés pour justement voir si les locataires des uns peuvent devenir les locataires des autres. Donc on a une belle ambition, on a une centaine aujourd'hui, on a une ambition de passer à 1500 en 2030. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, Relais d'entreprise fait référence au relais de poste. Et il y avait un peu plus de 1400 relais de poste à la belle époque. Et pour la petite histoire, je l'ai découvert après coup, les relais de poste étaient distants les uns des autres de 7 lieues. Les bottes de 7 lieues, ça vient de là. Et 7 lieues, c'est 28 km.
Énorme. Donc l'histoire est d'un éternel recommencement. Ouais, c'est ça, tu remets les trucs qui existaient avant, mais d'autres façons. Mais voilà, on s'est toujours déplacé de façon à budget temps constant, donc à pied, à cheval, à vélo, voilà. Donc le rapport à la mobilité est toujours à peu près le même. Et donc c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait des relais entreprises tous les 30 km. Nous, on a estimé à peu près à plus de 10 000 le nombre d'espaces nécessaires pour couvrir l'ensemble des bassins de vie. Parce que la zone d'influence d'un espace de proximité, ben justement, c'est très court. C'est 10 minutes. Vous n'allez pas faire une demi-heure de route pour vous affranchir de faire 45 minutes de route. Vous allez chercher un espace à 5-10 minutes de là où vous habitez. Sinon, vous dites à quoi bon. Ouais, c'est clair. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut un maillage très, très fin. Et voilà. Ça veut dire que si toi, tu remets en fait en vie la poste qui était partie, peut-être qu'il faut remettre en vie aussi les cafés. Tu vois, les cafés, et justement, je voulais faire aussi une émission sur ça. Il y a des cafés solidaires. Il y en a un à côté de chez nous, à Bon Repos, sur Ossonel, je crois. Et ouais, donc il y a sûrement, tu vois, on va remettre peut-être de la vie autrement, avec d'autres valeurs. En fait, on reparle des valeurs et on va parler tout à l'heure derrière des valeurs. Ben oui, et les cafés aujourd'hui, on a mis beaucoup d'argent, je trouve, dans les tiers-lieux pour faire émerger des espaces de sociabilisation. Moi, je pense qu'il aurait été préférable de faire un vrai plan d'accompagnement des cafetiers dans le fait de se réinventer, de passer de mettre un peu de budget pour rénover, mettre une pièce peut-être un peu plus calme. Des baby-foot, des flippers, c'est comme on l'avait quand on était jeune. Mais c'est ça, mais dans tous les cas, d'avoir un lieu de sociabilisation avec moins tourné vers l'alcool, puisqu'on ne peut pas boire, mais plus vers la sociabilisation, de la programmation. Il y a beaucoup de cafés d'ailleurs qui sont mis à faire des cafés culturels, des cafés littéraires, des cafés tricot, des cafés... Enfin bref, il y a plein... et nous... voilà, je suis également un modeste actionnaire. Vous allez dire que je suis actionnaire partout, mais en fait, j'ai pas d'autre passion que le monde de l'entreprise. Donc voilà, je vais pas au golf, je vais pas en vacances, voilà, je fume pas. Enfin voilà, donc pour moi, c'est l'entrepreneuriat, c'est investir dans des startups, investir dans des beaux projets collaboratifs. Et je fais partie des 175 actionnaires des Bigoudin Makers en Bretagne, et on est 175 à avoir permis la rénovation de l'ancien hôtel de Bretagne, qui est en plein cœur de Pont-l'Abbé, sur la place de Pont-l'Abbé. Et une très belle aventure, puisque cet hôtel a été réhabilité en café-restauration au rez-de-chaussée. Au premier étage, un espace coworking avec des bureaux affiliés à Relais Entreprise. Et on a gardé quelques chambres pour faire aussi du co-living. Et aujourd'hui, il y a 5 équivalents temps plein. C'est à l'équilibre. Bref, il n'y a pas eu de subvention. C'est un projet qui a été porté par un collectif. Et on voit bien que dans ce café, il se place plein de choses. Et ils ont fait des cafés bretons, des cafés tricot, les mamies viennent tricoter. Enfin bref, c'est génial. Et c'est ça qu'il faut recréer. C'est chouette, le côté collaboratif qui revient. C'est un peu, c'est pour ça que nous, tu avais ta place dans l'humanitaire. En fait, c'est de remettre aussi la vie dans la vie, remettre le lien, l'humain, et tout en parlant aussi d'entreprise aussi, c'est intéressant. C'est ça. Et l'autre initiative qui est intéressante aussi, probablement à évoquer, c'est la suite logique de Relais Entreprise, qui est Vivre au Vert. Voilà, on en a parlé. Je regarde, il nous reste à peu près 5-10 minutes. Ouais, c'est pour ça que je voulais effectivement toucher 2 mots. Vivre au Vert, voilà. Donc, tu as créé cette plateforme vous avez avec plusieurs actionnaires, je pense. C'est ça, on est 5 au total. Alors, une belle aventure parce qu'elle est née durant la Covid, suite au premier confinement, où on a vu beaucoup d'urbains, de métropolitains quitter les villes pour aller se réfugier à la campagne. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, puisque quand vous interrogez la population, à plus de 85%, les personnes vous diront que c'est à la campagne où il fait bon vivre. Et en discutant sur LinkedIn, avec commentant le fait qu'il ne faudrait pas que cet exode urbain se traduise par des nouvelles centralités, où tout le monde ira au même endroit parce que c'est the place to go. En Occitanie, on va aller à 7 parce qu'il y a le feuilleton Demain nous appartient, et on se dit « Ah, c'est génial, c'est là-bas où il faut habiter. » Alors qu'il y a plein d'autres endroits qui souffrent d'un déficit soit de notoriété, parce qu'ils ne sont pas connus, soit voire même un déficit d'image. Et j'en parle d'autant plus volontiers que je suis originaire des Ardennes. Et les Ardennes, ce n'est pas spontanément le territoire auquel on pense quand on veut effectivement quitter une ville et vivre correctement. Alors qu'il fait très très bon vivre dans les Ardennes. Et donc on s'est dit, dans ce réseau LinkedIn, ça serait quand même bien d'avoir une plateforme qui permette d'identifier son lieu de vie selon des critères macro. Et donc, au-delà du constat, une fois de plus, un peu comme lorsque j'étais coincé dans les embouteillages, j'ai dit à ces personnes-là, est-ce qu'on ne pourrait pas se faire une visio ? Donc, on dit, OK, on se fait une visio.
Et là, j'ai rencontré 4 personnes que je n'avais jamais rencontrées jusqu'à présent, mais là, uniquement en mode visio. Alors, c'était des chefs de service du ministère de l'Environnement, des fonctionnaires. Enfin, ils n'ont jamais foutu le pied dans une entreprise. Ils ne savaient même pas comment ça fonctionne. Par contre, des cadors en matière de codage, de data scientist, vraiment d'informations techniquement musclées. Et à chaque fois, je ne comprenais rien de ce qu'ils me racontaient. Et donc, ça m'allait bien. Et à un moment donné, il dit, OK, moi, je connais un peu le monde de l'entreprise. Ben, on y va. Donc, en mai, on dit, OK, on y va. En juin, je crée la société. Et en août 2020, donc la plateforme sort. Et Vivre au Vert, donc VIVROVERT.fr, on a fait une contraction. Et donc, c'est une plateforme aujourd'hui qui compte un peu plus de 13 000 inscrits déjà, et qui permet, selon des critères macro, d'identifier son lieu de vie, puisque vous allez dire, voilà, je vais habiter à 2 heures de Toulouse, je vais être à 600 mètres d'altitude parce que je vais avoir un peu moins chaud l'été, puis j'en ai marre des moustiques. Voilà, donc il y a un peu moins de moustiques à 600 ou 700 mètres d'altitude. Mais je vais quand même être à une demi-heure d'un hôpital, je vais être à une demi-heure d'un lycée parce que j'ai des enfants qui vont aller au lycée. Je vais être quand même à une demi-heure d'un échangeur autoroutier. Je veux avoir un peu de pluie parce que je veux faire mon jardin. Du soleil, mais pas trop. Enfin bref, vous rentrez des critères de pluviométrie, d'ensoleillement, de vent, de prix moyen du mètre carré, parce que vous dites, tiens, moi j'aimerais investir quand même, parce que j'aimerais quand même capitaliser, j'ai 150 000, 200 000 euros, j'aimerais avoir un bien de 100 mètres carrés. Enfin, donc vous mettez plein de critères, et là vous faites apparaître la carte, et là vous avez un quadrillage de France avec des dalles de 25 km². Si la dalle est verte, c'est qu'il y a 100% des critères, jaune, il manque un critère, et quand vous cliquez sur une dalle verte, vous avez les biens immobiliers à louer, les biens immobiliers à vendre, les offres d'emploi et les activités à reprendre. Et donc, on choisit son lieu avant de s'occuper de ce qui s'y passe en termes d'emploi ou de biens immobiliers. Et on ne fait pas perdre de temps à une agence immobilière en allant voir une super baraque qu'on a vue sur Le Bon Coin, se loger bien ici, enfin bref, pour se dire, ah ben oui, finalement, elle est bien la maison, mais elle est trop loin de ceci ou pas assez loin de cela. Ah ben ouais, finalement, non, je ne vais pas la prendre, même si la maison est top, mais elle n'est pas sur un territoire qui me correspond. Et surtout, ça permet d'identifier des lieux, des destinations auxquelles on n'aurait même pas pensé parce qu'on s'est dit, ben non, c'est trop loin. Ah ben non, l'Ariège, ben non, c'est à l'autre bout. Mais non, c'est pas à l'autre bout. Ça peut être à 1h15, ça peut être à 1h30, à 2h. Et pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin d'être à une demi-heure de Toulouse ? Demi-heure de Toulouse, comme ils disent ici, demi-heure de Toulouse, avec l'accent, pour effectivement, finalement, ne jamais aller dans la ville. Donc, et donc cette plateforme-là, là aussi, modèle économique, on est sur un modèle freemium, donc c'est gratuit pour l'utilisateur. On veut apporter ce service-là à la population, de vraiment choisir là où ils vont prendre plaisir parce que ce territoire leur correspond. Et par contre, on est sur un modèle où ce sont les collectivités, donc ce qu'on appelle les agences d'attractivité, qui nous payent pour récupérer de l'information et notamment les coordonnées de ceux qui ont fait apparaître leur territoire en vert. Et on vient de signer un partenariat. Et d'ailleurs, on va l'officialiser vendredi dans le cadre de l'ouverture de l'ambassade d'Ariège à Toulouse. Ils ouvrent une ambassade d'Ariège. En fait, c'est un restaurant qui va devenir un peu le QG des Ariégeois. Et donc vendredi, donc avec l'agence d'attractivité de l'Ariège, parce que derrière, il y a toute une équipe qui est là pour accompagner le parcours d'aménagement, d'installation d'une famille qui aura fait apparaître l'Ariège en vert. Donc, ils sont sûrs, ils ne vont pas déranger quelqu'un qui veut être à 15 minutes de la mer, parce que l'Ariège n'est pas à 15 minutes de la mer, ou qui veut être... Enfin bref. Donc, ils vont pouvoir vraiment prendre contact avec ces personnes-là et leur dire, bah, tiens, est-ce que vous avez besoin de nous pour trouver une place en crèche, inscrire les enfants à l'école ? Et on va être également en partenariat avec des agences immobilières qui pourront faire apparaître les biens immobiliers dans les dalles, de telle sorte à ce que la plateforme apporte un maximum de services à celui qui l'utilise. C'est via les partenariats que vous affichez du coup les biens en logement et... Okay. C'est ça. Donc les agences immobilières payent pour que les biens apparaissent. Sinon, au pire, l'utilisateur de Vivre au Vert sort de la plateforme. Il a l'identité des communes qui correspond à ces critères de recherche et après il peut aller sur se loger bien ici ou directement sur les agences immobilières. Mais l'objectif, c'est de le garder sur la plateforme le plus longtemps possible. Et on est en train de faire un partenariat avec Octave, qui est la plateforme de la Chambre des métiers, Chambre de commerce, Chambre d'agriculture d'Occitanie, qui met en avant toutes les activités à reprendre, boulangerie, exploitation agricole. Donc c'est OCCTAV, OC comme Occitanie, TAV. Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Octave. Et donc on va faire en sorte que les biens qui sont, les activités à reprendre qui sont dans Octave
soit affichés dans Vivre au Vert. On va faire se renifler les API pour que ça fonctionne bien. Ouais, c'est bien tout ça. En tout cas, c'est plein de projets qui viennent en fait justement mettre un contre-pied à tout ce qui se passe dans la mondialisation, de revenir en fait dans nos territoires, dans nos petits villages, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Je pense qu'il y a tout à faire. Hein. J'ai l'impression à remettre la vie là-dedans. Il y a tout à faire. Il y a surtout un enjeu, c'est ce que j'appelle moi rendre la France équidense, c'est-à-dire la population bien mieux répartie. Il fera bon vivre partout en France quand la population sera mieux répartie. Bien sûr. À la fois en ville, on ne veut pas opposer la ville à la campagne. Non, il fait très bon vivre en ville à partir du moment où le prix de l'immobilier est accessible, à partir du moment où il y a un peu moins de pollution, à partir du moment où on circule un peu mieux, qu'il y a un peu plus d'espace vert, un peu moins de densité urbaine, un peu plus de poumons verts. Et dans les campagnes, mais il fait très bon vivre dans les campagnes. Alors c'est vrai qu'on dit il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de commerce, mais parce qu'il n'y a plus de population. Donc faisons revenir de la population pour soutenir l'ouverture d'une classe, d'une boulangerie, et le médecin reviendra parce qu'il aura une clientèle diversifiée et pas que des personnes âgées. Il aura aussi bien des jeunes enfants, des adultes, et donc il pourra avoir une clientèle à peu près similaire à ce qu'il a dans les villes. Quand on voit, on a doublé la population en France en 100 ans, et plus de 60, même plus de 80% de l'augmentation de la population s'est fait sur 5% du territoire. Ouais, c'est fou. La plupart des villages n'ont pas retrouvé leur pic démographique de la fin du 19e. Mon village natal, donc Novion-Porcien, dans les Ardennes, fin 19e, il devait y avoir 1400, 1500 habitants. On va pleinement repasser à 500 habitants là. On doit être à 470. Mais ça fait des années qui sont à moins de 500 habitants. Et on a plein de maisons à rénover, à réhabiliter. Alors c'est vrai que l'habitat n'est plus forcément adapté à ce qu'on recherche. L'habitat de centre de village, accolé, sans jardin, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on va rechercher quand on vient à la campagne. Mais il y a probablement une réflexion, et d'ailleurs il y a des réflexions en cours pour, déconstruire, casser, ou aménager. Moi, combien de fois je dis, même dans un village, on alternerait commerce, bureau, logement, commerce, bureau, logement, on neutralise des nuisances, on peut mutualiser un jardin, tout petit jardin, le bureau n'a pas forcément besoin d'un jardin, donc on le met plutôt pour le particulier qui habite, et donc ça permet d'avoir de l'habitation proche des commerces, et en plus, même sur les questions de stationnement, quand on a une hybridation, on peut optimiser l'usage des parkings, puisque nous, on le voit bien quand tu venais à Rieux-Volves, c'est-à-dire que les places se libéraient parce que la plupart des gens qui habitaient en pavillonnaire partaient et donc libéraient les places. Donc toi, tu venais, tu pouvais te garer, et puis inversement le soir. Et en même temps, sur les questions même de sécurité, nous, la journée, en étant dans la zone pavillonnaire, on surveille pour voir s'il n'y a pas de cambrioleurs. Et le soir, c'est l'inverse, c'est que les maisons surveillent les bureaux pour voir s'il n'y a pas de cambrioleurs dans les bureaux. Donc on est aussi sur une amplitude d'utilisation, alors que dans les zones d'activité, il n'y a personne le week-end et il peut y avoir plein de problèmes. Eh bien, merci Dominique de nous avoir partagé tout ça, ta passion, tes infos aussi. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que un dernier mot, peut-être que vous avez quelque chose à partager ou ça va? Ouais, non, moi c'est encore une fois, c'est une personne très engagée et très carrée dans ce qu'il fait. Voilà, donc non, c'est intéressant et ça donne envie justement le vivre au vert, voir un peu, puisqu'on ne prend pas entre guillemets, le problème du sens qu'on prend d'habitude, c'est-à-dire que là on va le faire d'une autre manière. Oui, en fait, tout se nourrit. En fait, ce qui est bien dans ton principe, c'est qu'on voit qu'on peut remettre encore une fois du sens dans tout ça, quoi. Les jeunes ou les très inspirant, très bien présenté, et surtout tu pars d'un problème initial qui était le tien pour le résoudre. Donc tu résous vraiment quelque chose, et en plus de ça, tu le développes de manière à pouvoir servir pas seulement toi, mais aussi les autres, les communes, et redonner de la vie justement là où on a pu en perdre un petit peu. Donc, très bien. Très top. Oui, ça va. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et j'envisage de chercher à déménager ou autre. Donc, il faut utiliser Vivre au Vert. J'avais regardé un petit peu. Et on a fait en sorte aussi que les relais entreprises figurent derrière le critère proximité d'un espace coworking, puisque c'est un critère qui est de plus en plus demandé. Il y a plus de 30% des utilisateurs qui utilisent la plateforme indiquent être désireux d'être proche d'un espace coworking. Et donc, voilà. Mais merci à tout le monde, merci Dominique. Merci je rappelle le site www.relais-entreprise au pluriel.fr. On mettra les liens de toute façon sous la chaîne YouTube. Et vivreauvert.fr, donc vivrovert.fr. Merci encore Dominique. Merci Laurent. On reste en contact.